over the course of their lifetime, every Belgian citizen will consume 5 cows, 7 sheep, 42 pigs, 891 chickens, 43 turkeys, and 24 rabbits. In the little country of Belgium, 285 million animals are slaughtered every year. If my calculations are correct, 285 million animals divided by 11 million inhabitants is... Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Je suis paysan depuis tout le temps, puisque je suis né dans une ferme. Et donc, vous savez bien, depuis l'âge de 4-5 ans, on commence à garder les vaches dans une ferme autrefois. Donc j'ai passé toute ma vie en tant que paysan jusqu'à la retraite, il y a 19 ans déjà, hein, et j'ai laissé l'exploitation à mon gendre et ma fille, qui continuent donc le même type d'élevage qu'on avait, nous, à la ferme. Autrefois, du temps de ma jeunesse, de mon enfance, on mangeait surtout du cochon, du porc, des poules, des poulets, des lapins. Mais le beefsteak, c'était pour le dimanche exceptionnellement. Et puis pour les fêtes, quoi. Mais autrement, la viande bovine, non. But since then, things have changed. From that Sunday meal, meat consumption has now in Belgium increased to 840 grams per person per week. To understand why we eat so much meat today, we must travel back in time. It was the Second World War that fundamentally changed what we put on our plates. Les gens ont eu faim et donc tout d'un coup, la nourriture de l'après-guerre va être terriblement valorisée. On va en quelque sorte compenser la famine vécue pendant la période de guerre en faisant des aliments, et plus spécialement de la viande, un signe de distinction qui rassure. Les gens qui peuvent s'offrir de la viande sont des gens qui disposent d'une certaine aisance matérielle et sociale. Et en même temps, si on peut produire de plus en plus de viande, on va donner à de plus en plus de gens le sentiment d'être ainsi dans une situation de sécurité, dans une situation rassurante. In 1950, the world population was approximately 2.5 billion. At that time, developed countries had an average yearly consumption of meat of around 50 kilograms per year per person. By 2050, it is estimated that the world population will have risen to 9 billion. By then, the yearly consumption of meat per person will be approximately 90 kilograms. For reference, according to the FAO, 60 billion animals are currently slaughtered every year to feed us. Il paraît que si on avait tous le niveau de vie des Américains, il faudrait 10 planètes. Et le niveau de vie des Européens, on en ferait 3. C'est impossible.
Et pourtant, c'est parti, puisque vous voyez la Chine, vous voyez l'Inde, même le Brésil. Impossible. C'est rigoureusement impossible de généraliser notre modèle au niveau de la planète. Il faudra bien choisir. In America and Europe, this choice was made in the 60s. Les petites exploitations ne sont plus rentables. On le sait, c'est impossible par moyen des prix de leur donner un revenu équitable, et aussi les conditions sociales sont très mauvaises dans les petites entreprises avec, disons, des vaches ou des autres animaux. Et ce que nous voulons, c'est de créer la possibilité pour les agriculteurs de créer eux-mêmes de nouvelles unités de production d'une allure plus grande. And that's how traditional farming became intensive, and hence progressively industrial. Et 2 ans sans doute. Ah oui, ça c'est jeunes mariés, les enfants sont petits. À Carfin. Alors ça, conseil municipal de Saint-Mahieu. Et je suis le plus jeune du conseil municipal, me voilà là. C'est pas un joli gosse, ça? Hein? On s'est mariés en juin 54 et on s'est installé sur notre petite ferme en septembre 54. Sur ma petite boutique de rien du tout, parce que j'avais que 9 hectares, eh bien je faisais plus de 100 porcs gras vendus par an, tout produit sur la ferme, sans achat de rien à l'extérieur. Pourquoi nous sommes basculés en l'espace de quelques années d'un développement économe autonome, basé sur la prairie, sur l'autonomie dans les exploitations, bonne rotation des cultures, etc., qui marchait si bien, et qui avait sorti le pays de son état de sous-développement. Pourquoi, tout d'un coup, on bascule dans l'autre système? The first pillar upon which this industry rests is genetic selection. Nowadays, increasingly standardized animals are concentrated in increasingly small spaces. So the question is indeed, why? Why have we gone for intensive farming that only works with huge amounts of inputs, pesticides, manure, imported proteins and so on? Dans l'absolu, on pourrait, bon, ça c'est inimaginable pour des points de vue environnementaux, pour des points de vue, je dirais, d'acceptabilité politique, mais on pourrait très bien, techniquement parlant, créer un poulailler ou un élevage de porcs au milieu de la place de la Concorde. Hein, ça s'imagine pas pour des raisons, je dirais, vous imaginez les touristes avec un poulailler, mais on peut nourrir des porcs, on peut nourrir des volailles, indépendamment du sol. Le hors-sol, ça veut dire que je vais essayer d'obtenir le maximum de protéines dans le minimum de temps et le minimum d'espace. Et comment je vais obtenir donc ce maximum? Je vais doper l'animal, c'est-à-dire que je vais le suralimenter de façon à ce qu'il produise le plus vite possible des protéines, de façon à ce qu'il grossisse vite pour représenter lui-même des masses de protéines. Since grass was apparently no longer sufficient to produce these proteins, science had to be called in. Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des beefsteaks de demain. Grâce à ces incursions dans les entrailles de la bête, on sait maintenant que pour améliorer le rendement des bovins, il faut abandonner les fourrages d'antan. Un de nos chercheurs a étudié la carte du cerveau de ces animaux. Il a trouvé un centre qui limite l'appétit, le centre de la satiété, et en le détruisant, on crée des animaux qui mangent sans arrêt, des animaux hyperphagiques, boulimiques, comme vous voulez. L'intensification de l'élevage qui s'est produit il y a un demi-siècle s'est fait sur une base simple, maïs, soja. C'est un système qui convient très bien à l'agrochimie, maïs-soja, parce que le maïs c'est le plus gros consommateur de fertilisants, de pesticides, etc. C'est simple, ça fait du chiffre d'affaires à l'hectare.
la protéine de soja qui arrive derrière, qui vient du Brésil ou des États-Unis pour complémenter tout ça, le système il est rodé. Fabuleux maïs. Il n'y a plus que maïs, 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 maïs. La panacée. Maïs, maïs, maïs. Et tout le monde était pris dans cette affaire de maïs. Alors moi j'ai essayé de résister, mais je raconte ça dans mes champs du possible. Ma mère, 72 ans, personne de bon sens, il y en a eu une sur la terre. Elle arrive un jour à la ferme, elle me prend entre quatre yeux et me dit « Oh, mais comment toi, Dédé Pochon, qui est tant de progrès, pourquoi que tu ne fais pas comme les autres aussi, que tu ne fais pas du maïs ?» Et blanc. 70% of the maize harvested in the USA and almost 80% of the world's soy production is used for animal food. On est dépendant à 75% d'alimentation de nos animaux en protéines du Brésil et des États-Unis. C'est incroyable quand même. Un pays comme la France, même comme l'Europe, qu'on ne peut plus produire les protéines nécessaires à nos animaux. O Brasil é o maior produtor de carne do mundo hoje, de proteína animal. Cerca de 10% de toda a carne que é produzida no mundo sai de uma indústria brasileira, vem do Brasil. Cerca de 30% a 40% dessa produção é feita exatamente na Amazônia e o governo brasileiro quer, até 2020, dobrar a sua participação no mercado. De 1950 para cá, nós já perdemos 18% da Amazônia, cerca de 720 mil quilômetros quadrados. A soja representa cerca de 5% de toda a área que foi desmatada da Amazônia até hoje. E a pecuária, 80%. You hear it all the time these days. Meat contributes to climate change. According to the FAO, meat is responsible for 18% of greenhouse gases, which is, in other words, more than vehicles. Clearly, when you consider how fast deforestation is going, that meat is transported in refrigerated containers to the four corners of the planet, that grass has been replaced by Brazilian or American soya that travels all over the world to feed our animals, yes, it certainly is true that agriculture is incredibly dependent on gas and oil. So much so that we could argue that our food chains start in the oil fields of the Middle East. But you know, that 18% of greenhouse gases is not only due to transportation. Vous voyez la rumination? Ça c'est ruminé ça. Celle-là, là. Je vois bien qu'elle remue sa bouche. C'est ça la rumination. C'est le haro sur les vaches pour l'effet de serre, c'est dû à la rumination. Quand elle rumine, et en même temps, elle lâche dans l'atmosphère du méthane. Et le méthane, c'est un gaz beaucoup plus pénalisant pour le réchauffement climatique que le gaz carbonique. So long as cows grazed on grass, the emission of methane was minimal. But by introducing proteins such as soya into animal feed, these emissions have rocketed. So, hang on a moment. Cows are the most widespread domestic ruminant species on the planet. Cows are herbivorous animals with 4 legs and 2 horns. Cows like to graze, watch trains go by, turn boxes upside down, and lay more or less funny traps. Cows do not like to live and die in cages, eat food that is difficult to digest, or carry the blame for greenhouse gases. It's really a unique honor for me to be with you on this occasion and to talk about something which I believe is of crucial importance to the future of humanity and the well-being of all species on this planet. We have projected in the IPCC that in Africa alone, by 2020,
we would have 75 to 250 million people living in a state of water stress as a result of climate change. And therefore, if we continue with this intensification of production of meat, then clearly we are going to add to the problem of water scarcity and water stress. From the cultivation of cereals up to industrial livestock farming, the production of 1 kilo of chicken requires 3,900 litres of water. The production of 1 kilo of pork requires 4,900 litres of water. The production of 1 kilo of beef requires 15,500 litres of water, which represents what a person would consume if he or she stood under the shower for a full year. To give you another point of reference, the industrial production of a single kilo of meat requires as much water as the production of 200 kilograms of tomatoes or 160 kilograms of potatoes. Imagine, meat production alone uses 45% of the water on the planet. Alors nous sommes devant la rivière Lurne qui va directement à la mer, à 2 km d'ici. Alors comme cette eau est polluée, elle est polluée en matière organique, vous voyez, en alluvion, vous voyez, elle n'a pas la couleur d'une eau limpide, hein, comme ça se voit. Mais elle est surtout polluée par les nitrates et les pesticides. C'est donc l'excès de fertilisation, mais qui est dû à l'excès de déjection animale. Et en plus sous forme de lisier. C'est pas du fumier, du compost, c'est du lisier. Ici, on est donc dans un élevage de porcs sur Caillopotis intégrale. Ça veut dire que les cochons vont faire leur déjection. Comme ils sont sur des barres avec des interstices, et bien les déjections tombent immédiatement sous la fosse qui est en dessous. Donc là, les porcs, en fait, sont directement sur leur fosse à déjection. D'où, d'ailleurs, les odeurs que, on voit pas la caméra, mais que nous, on sent. Hein. Malgré la ventilation en permanence, si la ventilation s'arrête, au bout de 2-3 heures, tous les cochons sont morts. Right. If I understand it, intensively farmed pigs could die from breathing their own manure. So, hang on a moment. Pigs are domestic mammals with 4 legs, a big head and a snout. Pigs are omnivorous and provide the meat that is consumed most the world over. Pigs like to lounge in the mud, save pennies, and make fun of wolves. Pigs do not like to live in prison, on top of their own excrement, which pollutes the planet. Les agriculteurs ne savent plus que faire de leur lisier, sinon le mettre sur leur terre. Si bien que c'est plus de la fertilisation, ça devient un dépotoir. Les terres sont des dépotoirs à lisier. Et on a mis, pendant 30 ans, 2, 3, 4, 5 fois les doses nécessaires à la pousse des plantes. Et le lisier, il ne se stocke pas du tout dans le sol. Dès qu'il est pendu, une grosse pluie, tac, c'est parti. Les nitrates qui sont charriés par cette eau, ils débouchent dans la baie. Et au printemps, pouf, il y a une explosion d'algues vertes qui nous pose des problèmes énormes. Every year, the sea washes up tons of these green algae, which accumulate on the beaches of Brittany. As they rot, they give off deadly gases. C'est quand même incroyable qu'on arrive à polluer la mer, cette immensité, la mer, hein, avec nos cochons. Tout simplement. Back to nature, glucose filled and programmed to respond. How did we go from kind shepherd, friend of the environment, to nasty polluting livestock breeder? Breeding itself is not reprehensible. Breeding is the friend of biodiversity. Intensive cattle breeding, however, based on the maize-soya duo, that's another story. Unfortunately, this way of producing doesn't only pollute the air, the water, the soil. More recently, experts have realized it also pollutes something even more worrying. Kiss me. Depuis des traditions ancestrales, l'homme a toujours élevé l'animal avec un souci d'équilibre et
l'alimentation du bétail était adaptée aux besoins de l'animal, qui lui-même était adapté à nos besoins. Donc tout allait bien. Quand les vaches mangeaient de l'herbe, quand les animaux avaient une chaîne alimentaire basée sur l'herbe, il y avait des oméga 3 dans les produits animaux. Si les animaux maintenant mangent du maïs, du soja et du palme, qui sont des plantes toutes les trois très riches en oméga 6, il n'y a plus d'oméga 3 dans les produits animaux. Au contraire, il y a beaucoup d'oméga 6. Et du coup, on a un déséquilibre de nos chaînes alimentaires qui commence dans les champs et qui finit dans le corps. Every time our body suffers an aggression, omega-6 fatty acids allow us to create inflammation for protection. But when we no longer have omega-3 fatty acids to switch the inflammation off... C'est un tsunami, c'est un cataclysme pour nos cellules. Ça veut dire qu'on a 20 fois plus de molécules qui allument le feu, qui brûlent, et on n'a plus assez de pompiers. Et ceci explique les maladies cardiaques, le diabète, la dépression chronique, la dépression nerveuse, le vieillissement du cerveau, un grand nombre de cancers, ne peuvent se développer que dans ce cadre particulier du déséquilibre oméga 6, oméga 3. Quand vous achetez un beefsteak chez votre boucher, même le boucher du coin, mais on sait bien que l'origine du beefsteak, c'est dans un élevage de bovins. Et donc la façon dont les animaux sont nourris, eh ben, ça a une répercussion sur le beefsteak. L'une des conséquences visibles, évidentes de la malnutrition, de la nutrition déséquilibrée d'aujourd'hui, c'est ce fléau d'obésité. C'est ce qu'on appelle cette épidémie d'obésité qui touchait les adultes, qui touche aujourd'hui les adolescents, les plus jeunes, voire même les toutes premières années de la vie. Quand on veut produire de la gelée royale, on enlève la reine de la ruche et les abeilles fabriquent une nouvelle reine. En prenant une larve, toutes les larves des abeilles sont les mêmes et ont toutes le même potentiel génétique. Sauf que si une larve est nourrie 2 jours avec de la gelée royale et puis 6 jours avec du miel dans son alvéole, quand elle sortira, ce sera une abeille ouvrière. Et l'abeille ouvrière, elle vivra 45 jours. Si par contre la même larve est nourrie avec de la gelée royale toute la durée de sa croissance en alvéole, donc pendant 8 jours, et ensuite toute sa vie, elle vivra 4 ans. Et ce qui est vrai dans le monde animal, c'est vrai dans le monde vivant. C'est vrai pour vous, pour moi. Je suis ce que je mange. Et l'acte alimentaire, la consommation de mon assiette de chaque jour, modifie mon apparence, mon devenir. As we sit down to eat, should we, as Pierre Rabhi so neatly puts it, rather than say, enjoy your meal, say, good luck? First of all, it is actually tragic that we should even have to think of the issue of safety in food. Food should be safe. Safety should be defined in terms of health. In my view, foods that are giving children obesity are dangerous to health. They're not safe, but they're labeled as safe. They're promoted. And entire generations are growing, eating food that is deadly for them. Something on my mind today, something I just can't say, something Till industrial agriculture and industrial food started to dominate the food system and our diets, the best way to understand what was healthy was from centuries of testing through our cultures. Food cultures have literally been a continuous test, recognizing what's the best thing to eat, what's safe to eat, what's healthy to eat. To preserve biodiversity, Vandana Shiva has built Navdanya Farm. People go there from all over the world to relearn how to cultivate the earth while respecting its rhythms and balances. The farm has also a seed bank where numerous varieties are preserved. For the animals, she does exactly the same. This means farms can keep species that would otherwise disappear. In effect, while there are over 7,500 domestic animal species around today, all species taken into account, only a few dozen of these are used in the industry. The farmer is now being turned into a consumer of chemicals, seeds, inputs, and is constantly told that if you have to survive, you've got to escalate your inputs. If you had 10 cows,
It's not good enough. You've got to have 100. If you had 100, that's too little. You've got to have 1,000. If you had 1,000, that's too little. You've got to have 100,000. And this logic of concentration is imposed on the farmer. Et bien là où on vivait très bien, avec 15 hectares ou 20 hectares avec 20 vaches laitières, il en faudra 40 vaches laitières et 40 hectares pour gagner à peu près autant d'argent qu'avec nos 20 vaches. Puisqu'évidemment, les dépenses ont augmenté par 3, 4, 5. Et donc, la répercussion, eh bien, c'est le vide des campagnes. Il faut agrandir les fermes. Avec ce nouveau système, il faut plus de surface. En 30 ans, on a perdu les 3/4 des exploitants agricoles. Et le quart qui reste, ben, vous les voyez tous les jours, il faut qu'ils se plaignent. Alors, où est le résultat? Loss of jobs, reduced income. In Europe, farmers are increasingly taking to the streets. Paradoxically, in Europe, we overproduce, with all the costs, including social costs, that entails. Meanwhile, in those countries most in need, our development model creates increasing hunger and inequality. Meat, or rather landless livestock farming, that's to say meat factories where animals are fed with food concentrates, has become one of the factors that weighs heaviest on our planet's capacity to feed the world population. Not only are 2/3 of cultivatable surfaces given over to meat, either as pasture land or to produce food for the animals, but the way the animals use the food wastes nearly 90% of the calories invested. It takes 3 kilos of cereals to make 1 kilo of chicken, 5 for 1 kilo of pork, and 9 for 1 kilo of beef. Aujourd'hui, les prix qui sont pratiqués dans le système alimentaire sont extrêmement problématiques parce qu'ils ne reflètent pas le coût réel des produits que nous achetons et que nous produisons. Si l'on devait payer à son véritable coût le hamburger que nous consommons, en tenant compte de l'impact sur l'environnement, qui résulte du développement de monocultures de maïs pour nourrir le bétail, en tenant compte de l'impact sur la santé publique, toutes ces maladies cardiovasculaires, ces cancers liés à l'alimentation qui résultent d'un régime trop riche en viande et qui coûtent naturellement aux contribuables, signifie que le hamburger que l'on consomme devrait coûter non pas 4 ou 5 $, mais devrait coûter 200 $. Extraordinaire. Une économie artificielle. Comprenez bien qu'à partir du moment où on arrive sur le marché mondial avec des produits subventionnés par l'Europe, qui cassent la pollution dans les pays, en particulier l'Afrique, etc. C'est innommable, c'est insoutenable. On a bloqué tout développement des pays du tiers-monde par cette politique qui existe depuis 40 ans maintenant. Belle Viande, c'est 8 ans d'histoire à Dakar et qui devait faire tout juste de la charcuterie moderne. On s'est rendu compte immédiatement que la viande, sa consommation, c'était aussi une affaire de tradition et de civilisation. Les Sénégalais étaient beaucoup plus portés vers la boucherie traditionnelle, la vente traditionnelle, c'est-à-dire on vendait la viande en vrac, ce n'était pas des barquettes sous vitrine, des sachets sous vide, c'était plutôt des carcasses. Traditionnellement, la viande se consomme à de grandes occasions. Elle n'est pas encore dans la consommation traditionnelle de l'Africain. Tuer est un rite. Immoler un mouton, c'est un rite. On le fait à des occasions. L'élevage africain est une activité humaine. C'est une activité de civilisation. C'est une activité sociale. C'est une activité culturelle avant d'être une activité économique. Where wind is dark and dust is white, we gotta run slow and think real fast.
entre 2000 et 2007, l'importation de viande bovine est passée de 3 000 à 21 000 tonnes. Et ça menace la filière locale, il faut le dire. C'est de la viande congelée, désossée, qu'ils proposent au même prix que la viande avec os. Jamais la viande produite en Europe, conservée dans des réfrigérateurs pendant des années, n'a été destinée à nourrir les populations africaines. Le paysan du Limousin n'a pas produit pour se dire « je vais nourrir un paysan sénégalais ». Il produit pour se dire « je vais faire le maximum de revenus ». Mon système politique me le permet, mon système économique me le permet. Plus je produis, plus je gagne. Parce que plus j'exporte, plus on me donne des subventions de restitution et des subventions de production. Voilà le deal. La seule manière de nourrir les populations de manière durable, c'est de leur permettre de s'autosuffire dans leur territoire, dans leur terroir, dans leur localité. Et faire en sorte que l'élevage se modernise, non ne s'industrialise. Mexico has just decided to close its libraries, museums, theaters and public gardens in the capital. Mexican authorities are trying to get a handle on a huge outbreak of swine flu that has already killed hundreds of people and is spreading at the speed of light. The outbreak is a respiratory epidemic with quite a number of symptoms. Scientists and experts are trying to face this new strain of swine flu that combines genetic material of birds, pigs and humans, this time in a very scary way. When I was young, you go onto a farm, you just walk on the farm, maybe you wash your boots, veterinarian, you know, you go on, you look at some chickens and things like that. Now I have to put on like a hazard suit, a white suit and boots and just to go into a turkey barn, not even where there's disease or anything. And it's not to protect me, it's to protect the chickens or the turkeys from something I might bring in. The big problem for agriculture was, can we produce more food more quickly at a low price? The easiest way to do this is economies of scale, industrial agriculture, and specialization. So you have certain kinds of poultry and certain kinds of pigs, and you get large units. You want to make an epidemic, you have many animals in one place, they are all very similar, and you throw in a virus or something and it goes spreading around. By having these economies of scale, we've created ideal conditions for an epidemic. Nous pensions avant 95 que notre aliment était une sécurité absolue, tout était aseptisé, plus de microbes, rien du tout, on pouvait manger franco sans problème. Et puis tout d'un coup, on découvre qu'on pouvait s'empoisonner et mourir en mangeant. From herbivorous cows to carnivorous cows, from carnivorous cows to cannibalistic cows. And in 1986, we turned them into mad cows. Les industriels en Belgique, en France, pour diminuer le coût de la ration des vaches, justement, eh bien, au lieu de mettre du soja, ils ont mis des farines animales, puisque les Anglais nous vendaient ça pour presque rien. Ils n'employaient pas chez eux. Ils savaient que c'était dangereux. Mais ce n'était pas interdit l'exportation. Et donc nos fabricants d'aliments en Bretagne, mais en Belgique pareil, eh ben, ils ont sauté sur l'occasion. C'est moins cher que le soja, donc on met des farines animales dans nos aliments. And that was the beginning of a long list of new epidemics. Bird flu, foot and mouth disease, BSE, blue tongue, E. coli, swine flu, and so on. Every year there's some new disease that's related to animals, environment, human habitation, farming, landscape change. And it's like we are having an epidemic of epidemics. There's no good word for this. But what that tells me is there must be something underlying systemic that is dysfunctional, that's not working. They say, well, this animal is sick because it had salmonella. Okay, then we treat it with this drug. But for me, I say, well, why does it have salmonella? Well, because we are feeding it this and this.
Well, why are we feeding it this and this? Well, because of the cost and this and that and trade. But so why are we doing it that way? And then at some point people want to stop because it's political and it's economic. But for me, that's where all the important questions are. These important questions are also relevant to the composition of feed, in particular to what are called food additives. To give you an idea, the Americans consume approximately 1,500 tons of antibiotics each year as medicine, whereas the quantity of antibiotics mixed into animal feed on their farms is as high as 12,000 tons. Poultry feed is a combination of protein and energy. So we mix corn and soya, plus some vitamin and premixes are added, plus soya oil is added, so that poultry bird grows faster and remains healthy. We do add, like, just as a preventive, some antibiotics, sometimes we do add. Is it authorized in India? Prebiotics? Prebiotics. Prebiotics. Right. Because now in Europe it's not possible. Right. We used to prebiotics. Prebiotics are added. C'était pendant très très longtemps, tant que Bruxelles n'a pas totalement interdit, les antibiotiques dans l'aliment. L'aliment supplémenté aux antibiotiques. Et puis quand ça ne suffit pas, on a la piqûre. Donc ces animaux ne sont pas élevés dans des conditions saines. Et évidemment, il y a une répercussion sur la qualité de la viande, au final. There is a very real ecology of food, and because people think about food as just a product, it's like a car or a house or they don't think of it in biological terms, and that's a big problem. So, hang on a moment. Chickens are domestic birds with 2 legs and a beak. Chickens like to strut around and peck at food, create dilemmas, and go on family outings. They do not like to have their beaks cut off or be imprisoned in cages not much bigger than a shoebox. When I first went to Africa to study the chimpanzees, to my knowledge, there were no intensive farms in England. And then it was in the very early 70s. I was back in the UK, and I was utterly shocked. I mean, I had no idea that people were doing these things to farm animals. Something on my mind today, something I just can't say, something I don't know, something that I cannot feel, something I don't want to hear, something I'm about to show. Something that I will not feed, there's something that I cannot breathe, there's something you're about to know.
sur le site des anciens abattoirs de Vaugirard, qui ont fermé en 1966. On est dans un parc de loisirs. Je suis venue déjà par beau temps, les enfants s'amusent. Et au fond, je me disais que pour nous tous, la situation aujourd'hui est celle-ci, c'est-à-dire il n'y a que des parcs de loisirs, il n'y a pas d'abattoir, on ne sait pas ce que c'est. Nous mangeons de la viande, mais la mise à mort des animaux, elle n'existe pas. Nous avons une très vieille et très belle histoire, pour le meilleur et le pire, avec les animaux. L'être humain a domestiqué les animaux sauvages à des fins de sa propre survie. Mais en même temps, l'animal a déterminé le mode d'existence de l'être humain. Que serait devenu l'Esquimau sans ses chiens? Que serait devenu le Bédouin sans ses dromadaires? Donc, notre rapport à l'animal a été longtemps un rapport justement fusionnel. La grande majorité des éleveurs que j'ai rencontrés, ils travaillent avec des animaux pour vivre avec eux. C'est-à-dire que le but, c'est pas gagner de l'argent, c'est vivre avec des animaux. Et pour pouvoir vivre avec les animaux, il faut gagner de l'argent avec eux. Et là, je crois que ça met en évidence justement la différence entre élevage et production animale. Les productions animales, la rationalité du travail, c'est le profit. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. L'animal n'est plus perçu comme une créature vivante à part entière, avec la légitimité de vivre que la vie lui a donnée. On le voit comme une masse de protéines ou une usine à protéines. Les systèmes industriels aujourd'hui ont atteint un tel niveau de détachement moral et de détachement relationnel avec les animaux qu'on est arrivé à des systèmes extrêmement mortifères où la mort en fait a pris toute la place. Alors qu'en élevage, les éleveurs essaient de préserver ce pourquoi ils sont avec les animaux, c'est-à-dire la vie. Derrière l'élevage, il y a un sentiment très fort de la vie. Ça te fait quoi, ça, de voir ça? Ben, pour moi, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, parce que j'ai vécu moitié de ma carrière au milieu d'un troupeau comme celui-là. Oui. D'ailleurs, ces bêtes-là, c'est d'origine, ça vient de ma ferme. Je les reconnais d'ailleurs. C'est plus les mêmes, mais c'est bien le même genre de bestioles. Food is to the human-environment relationship what sex is between people. You can't get closer to the environment than by eating. The environment becomes physically part of us. And if you begin to think like that, then you think, maybe the industrial agriculture model is not such a good one. It's like industrialized sex, you know? There are some people who use that, but that's not everybody's ideal. You know, why do we do this for food? Why do we make this into the ideal instead of saying, well, yeah, there are some people that would like industrial agriculture and it maybe serves some niche market, but we shouldn't, as a society, create this as the highest value. Moi, je me suis installé paysan parce que mon objectif, c'était de nourrir l'humanité. Ça, c'est clair. Dans mon esprit, de nourrir l'humanité, c'était ma motivation pour faire ce métier-là. Et je veux le faire le mieux possible. Et le matin, moi, quand je me lève, je me dis, ce que je fais aujourd'hui, bah, j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de le faire voir. C'est pas forcément le modèle que tout le monde va faire, mais c'est celui qui me correspond. Et il me correspond parce que déjà, moi, je nourris mes enfants avec ça. Avec ça. Je mange mes produits. Qu'est-ce que je vais proposer à la société dans 20 ans? Est-ce que je vais proposer des élevages monstres avec des salariés qui vont venir je ne sais pas d'où, qui vont faire ce qu'on leur demande de faire
n'importe comment du moment que c'est pas cher? Ou est-ce qu'on veut garder des paysans qui amènent une réflexion, une diversité, une biodiversité, qui font des choses plus équilibrées? Voilà, la société, il faut qu'elle décide. We've actually learned something in the last 30, 40 years. We actually know more about ecology now than we did 100 years ago. And we can use that information to make more sustainable, ecologically resilient farms. And that's not going back. That's regaining our common sense and using our best scientific evidence, our best ecological evidence, to create a more viable food system, more sustainable food system. Industrial systems today produce around 74% of poultry, 50% of pork, and 43% of beef. But more and more farmers are adopting short channels of distribution, selling their products directly to consumers, thereby offering them a healthy source of food. On n'est pas des gros mangeurs de viande, on n'en mange pas tous les jours, mais par contre on mange de la viande dont on connaît la provenance, et ça c'est très important. C'est pas la même viande parce qu'on connaît ceux qui la produisent, on est allé chez eux, on voit comment c'est fait, donc il y a aussi une confiance dans le produit qu'on consomme qu'on n'a pas quand on va au supermarché. Ça nous a permis de retrouver des goûts et des saveurs qu'on avait un peu perdus. Il faut que les agriculteurs prennent conscience qu'ils ont un devoir. Ils ne sont plus là pour faire du volume comme ces 40 dernières années, mais il faut que l'agriculteur se mette dans la tête que derrière tout le process, il y a un consommateur, il y a un couple avec ses enfants, et que ce qu'il donne à manger à ses animaux, demain, la conséquence, c'est ce qu'il y aura dans l'assiette d'un consommateur et sa santé. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi. J'arrive. La santé, c'est d'abord l'alimentation. Et si on veut avoir une bonne santé, il faut manger sain, manger du bon. Eating healthily is no doubt costly and requires that we take a new look at our food budget. 50 years ago, 80% of the family budget went on food. Today, it is estimated that only 15 to 20% is earmarked for our food. My sister has 2 grandchildren, and the eldest one, when he was about 5 years old, he just decided from the blue, you know, that he would become a vegetarian. He couldn't even say the word back then. And he's never changed. He has never eaten meat since that day when he was 5, and now he's 10. And his younger brother decided he would also stop eating meat, but he didn't manage that. But he learned about intensive farming versus free range, and so now he does eat meat, but he always goes around saying, well, I only eat happy meat. So in other words, it's animals that have been not intensively farmed. Okay, thank you. I think people are very confused about what they can do. People want to do their bit. They want to make a meaningful difference, but they don't necessarily know what to do. So our campaign says, try one meat-free day in the week. I think the point about this that attracts me to this idea is it is very doable. It was the city of Ghent in Belgium that launched the idea of a meatless day. Now such initiatives are springing up everywhere. The latest one is in Brussels, which wants to make its Veggie Thursday an example for Europe. So, responsible farmers, meat-free days, all these initiatives are showing us the right direction. But what about us as individuals? C'est le consomme-acteur qui tire la machine dans le bon sens, dans le mauvais sens. Si le consommateur continue de tolérer dans les étals les cochons sur caillebotis, les œufs de poule en cage, évidemment ça continuera. Mais s'il refuse
ce type de production, eh bien évidemment, la production sera bien obligée de s'adapter à la demande. Il n'y a pas de mystère. Mercy, Mr. Percy, I won't take your will. I know about a price and I know all about your skill. The eagle fell down from paradise to hell. All my prayers have been heard and some have been fulfilled. Secrets that we could have burned, the roots I cannot kill. The eagle flies up from hell to paradise. Father, I'm on my knees, home sweet home. Out there where the eagles fly, the demons dark, where all your sinners cry. We're monsters in the shadow of the big moonlight. Never a confession sounded oh so bright. The eagle fell down from paradise to hell. Somehow there's been a disconnect between this very clever brain, which has taken people to the moon, which has created the internet. I mean, amazing what we've done. And the human heart, the seat of love and compassion. Love me tender, love